Personnellement, je suis universitaire, je dirige l'Observatoire d'études géopolitiques à Paris, et par mes activités de l'Observatoire d'études géopolitiques, c'est vrai que le monde arabe est une grande préoccupation. Ma communication de ce soir, elle a pour thème le crépuscule du monde arabe avec un point d'interrogation. Alors nous verrons tout à l'heure s'il convient de conserver ou non ce point d'interrogation, mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que depuis la destruction de l'Irak par les États-Unis, puis ce qu'on a appelé de ce slogan bien bête de printemps arabe, le monde arabe connaît une crise qui menace de déstabiliser toute la région sud-méditerranéenne, et cette crise n'est évidemment pas sans conséquence sur le reste du monde. Jamais cette partie de l'Orient compliqué n'a été aussi agitée, aussi incertaine. Jamais le monde arabe n'a été aussi faible pour le plus grand profit de ses ennemis historiques, l'Iran, la Turquie et bien sûr Israël. Et nous savons que l'équilibre des puissances, c'est la condition de la stabilité et de la tranquillité des nations. C'est toute la leçon de la diplomatie de la monarchie française, telle qu'elle est rappelée par Maurras dans son Pied d'étranger. Il faut toujours craindre une société internationale où, selon l'expression de Maurras, les faibles seraient trop faibles, les puissants trop puissants, et la paix des uns et des autres ne reposerait guère que sur la terreur qu'auront su inspirer réciproquement les colosses. Mon exposé comprend trois parties, ou plutôt trois interrogations. Qu'est-ce que le monde arabe? Quel est l'état du monde arabe après le prétendu printemps arabe? Et quelle peut être, ou quelle pourrait être encore aujourd'hui une politique arabe de la France? Alors, qu'est-ce que le monde arabe? Ma première remarque, c'est que ce concept nous renvoie naturellement à l'idée de nation arabe. Alors certes, on peut toujours ergoter sur ce concept de nation arabe, mais comme l'écrivait le grand orientaliste français Jacques Berck, l'important, c'est la conception que les Arabes se forment d'eux-mêmes. Il est possible donc de poser le principe que l'Arabie, c'est une manière d'être, trouvant ses racines dans un passé qui cumule avec la gloire des conquêtes, le classicisme de la langue et l'intégrité d'une affirmation. Et du coup, l'arabisme révèle ou recèle une force incantatoire, une éternelle volonté de vivre et de revivre. Vivre et revivre, c'est tout le sens de la lutte des hommes qui consacrèrent leurs efforts au renouveau arabe à partir du XVIIIe siècle. Et à ceux qui doutent qu'il existe une nation arabe, de l'Atlantique au Golfe arabe, du Maroc à l'Irak, il suffit de répondre que le fait même qu'il y ait eu depuis plus de 2 siècles un mouvement national arabe en constitue la preuve. En effet, on ne lutte pas si longtemps et avec autant de conviction et d'abnégation pour quelque chose qui n'existerait pas. Je pars donc du postulat qu'il existe un monde arabe spécifique. Bien sûr, monde arabe ou nation arabe ne signifie pas monde musulman. Tous les musulmans, plus de 1,6 milliard de personnes dans le monde, ne sont pas des Arabes. Les Indonésiens, les Iraniens, les Malais, les Pakistanais, les Maliens, les Sénégalais, etc., ne sont pas les Turcs, ne sont pas des Arabes. Les Iraniens. La plus grande nation musulmane, c'est l'Indonésie. La seconde grande nation musulmane, c'est le Bangladesh. Par ailleurs, tous les Arabes, environ 360 millions de personnes, ne sont pas musulmans. Tous ne sont pas musulmans. Il existe une petite quinzaine de millions d'Arabes chrétiens, notamment en Égypte, au Soudan, au Liban, en Syrie, en Irak, en Palestine et en Jordanie. En fait, de ce qui précède, on peut tirer une définition de la nation arabe. Les Arabes sont ceux qui appartiennent à l'arabité, c'est-à-dire un ensemble de liens constitués par l'héritage des civilisations sémites de la Mésopotamie et de la péninsule arabe,
Ils sont ceux qui possèdent une langue commune qui s'est développée à partir de l'araméen vers le IVe siècle de notre ère. Ils sont ceux qui revendiquent une histoire et un passé glorieux marqué par les grands royaumes omeyyades, abbassides et maroco-andalous, ceux qui partagent des souvenirs et un patrimoine culturel. On a souvent opposé la nation française au peuple allemand, dans la mesure où l'allemand, comme le dit Fichte, comme le disent un certain nombre d'auteurs nationalistes allemands, c'est une langue. Eh bien, c'est vrai que la nation arabe est plus proche de cette conception allemande que de la conception française d'une nation avec un État structuré, dans la mesure où sont arabes ceux qui parlent arabe, ceux dont la langue arabe est la langue maternelle. Mais sont arabes également ceux qui affirment que le fait le plus important de leur histoire est la mission de Mohammed, le prophète de l'islam. Et ici, je voudrais souligner que Mohammed est perçu par un penseur chrétien, le fondateur du parti basque, le parti du nationalisme arabe, Michel Aflaq, comme le prophète arabe. Selon Aflaq, c'est Mohammed qui a initié l'élan vital actionnant les forces latentes de la nation arabe. L'islam traduit la quête d'éternité et d'universalité de notre nation. Sa mission n'est autre que la création d'un humanisme arabe. C'est d'ailleurs ce chrétien, Michel Aflaq, fondateur du Parti nationaliste basque, qui a écrit sans doute l'un des plus beaux textes sur Mohammed, qui est son discours à la mémoire du prophète arabe. Il est clair que Aflaq annexe complètement Mohammed comme un prophète arabe, niant un peu son universalité. Mais je crois que c'est très intéressant de voir que ce penseur, Michel Aflaq, qui est le principal penseur arabe du XXe siècle, qui est le grand philosophe de la nation arabe, a rendu hommage au prophète Mohammed, alors que lui-même est un chrétien orthodoxe. Et depuis le XIXe siècle, un rêve habite le monde arabe qui avait été soumis à l'Empire ottoman après la chute du Caire en 1517, et ce rêve, c'est celui de reconstituer l'unité qui fit la grandeur des Arabes. Lorsque je dis que le monde arabe a été soumis à l'Empire ottoman, c'était d'ailleurs pas tout le monde arabe. Il y avait des poches de résistance. Le Maroc, qui est toujours resté un État souverain autour de sa monarchie nationale. Le Yémen, qui est toujours resté un État souverain autour de sa monarchie nationale. Et entre les deux, des zones dans le Najd, dans la péninsule arabe, notamment ce qui est aujourd'hui l'Arabie saoudite. Mais c'est vrai que la plus grande partie du monde arabe a été sous occupation ottomane. Et au XIXe siècle, on a assisté à un réveil arabe. C'est d'ailleurs ce réveil qui a donné naissance au mouvement national arabe, avec un nationalisme arabe qui s'est développé dans les années 50, avec Nasser en Égypte, de 1952 à 1970, et puis le BAS, le parti du renouveau arabe, fondé donc par Michel Aflaq, d'abord en Syrie, puis en Irak. Le BAS a pris le pouvoir, a été associé au pouvoir dans les années 50 en Syrie. Il a pris le pouvoir tout seul en 63 en Syrie, avant d'être chassé du pouvoir par Assad, le père de l'actuel. Et en Irak, le BAS a pris le pouvoir en 1968, où il est resté au pouvoir jusqu'à l'invasion américaine de 2003. En même temps, l'affaire de la Palestine, avec une résistance palestinienne qui allait trouver son porte-parole avec Yasser Arafat, président de l'OLP, de l'Organisation de libération de la Palestine, devint la cause de tous les Arabes. Et je crois qu'on ne peut pas sous-estimer la portée affective de la Palestine, de la spoliation de la Palestine dans le monde arabe, pour qui ça reste une obsession constante. Et surtout le fait qu'on ne voit pas de solution à cette affaire de Palestine, puisque le processus de paix qui n'a jamais existé, d'ailleurs, surtout depuis l'assassinat de Rabin par un extrémiste sioniste, et puis par la liquidation d'Arafat, empoisonné probablement par les services secrets israéliens,
Eh bien, depuis, il n'y a plus de processus de paix. Il y a une aimable agitation où on réunit quelques personnes de temps en temps pour faire croire qu'il se passe quelque chose, mais il ne se passe rien. Donc l'affaire de Palestine, il faut bien voir qu'elle est une obsession très, très grande dans le monde arabe et qu'elle a nourri beaucoup de ressentiments. Parallèlement, il y a de nouvelles puissances qui sont nées au XXe siècle, comme l'Arabie saoudite, qui se sont développées grâce à de fabuleux revenus pétroliers et qui ont mis à jour un rôle de plus en plus important sur la scène régionale et internationale de cette partie du monde. Malgré les rivalités de personnes, les divergences de vues, les rivalités entre États, et puis les divergences sur les moyens. Certains préconisent le panarabisme, les autres un système de coopération plus pragmatique. L'objectif de redonner une influence au monde arabe a réuni la plupart des États arabes. Alors, quelles sont les limites géographiques du monde arabe? En fait, on peut dire qu'il va du Golfe que certains disent persique et que les Arabes disent arabe, jusqu'à l'Atlantique, c'est-à-dire pratiquement de l'Irak jusqu'au Maroc. Et géographiquement, ces limites sont assez bien définies. C'est un espace qui est délimité comme suit. À l'est, les montagnes du Zagros, qui sont la frontière avec la Perse, tout en tenant compte du fait qu'une partie de ce qu'on appelle le Khouzistan, en Perse, là où il y a le pétrole, la région d'Abadan, est une région historiquement arabe. C'est l'Arabistan d'ailleurs, qui est son nom historique, et c'est une terre peuplée d'Arabes. Mais la Perse et les Arabes, première frontière, avec une guerre de 5 ans. Ça fait depuis 5000 ans que les Perses et les Arabes s'affrontent. Au nord, des montagnes qui forment la frontière avec l'Anatolie, c'est-à-dire le monde turc. Avec la précision, c'est que la région d'Alexandrie, d'Alexandrette, le Sanjak d'Alexandrette, la région d'Antioche, est une région arabe, bien sûr, qui a été donnée à la Turquie en 1939 par la France pour attirer la Turquie dans son camp face à l'Allemagne. Et c'est ce qu'on pourrait quand même penser une mauvaise affaire, un mauvais geste à l'égard de la Syrie, où la France était mandataire, avec un mandat de protection. Lorsqu'on a un mandat de protection, on ne s'empresse pas de dépecer un territoire qu'on est chargé de protéger. À l'ouest, la frontière est simple, c'est la Méditerranée, et au sud-est, c'est l'océan Indien. Donc un grand ensemble géopolitique, culturel, avec des sous-ensembles. La péninsule arabe, avec 2 blocs, les monarchies du Golfe arabe, l'Arabie saoudite, le royaume de Bahreïn, les Émirats arabes unis, l'émirat de Koweït, le sultanat d'Oman et l'émirat de Qatar, et un autre bloc, la République du Yémen, enfin ce qui en reste aujourd'hui, puisque ce pays est livré à la plus totale anarchie. La péninsule, c'est le corps du monde musulman, du monde arabe, c'est elle qui abrite les lieux saints de la Mecque et de Médine. Mais aussi on connaît l'importance stratégique de cette région du monde, qui comprend 2 des voies maritimes les plus utilisées, le détroit d'Ormuz, qui relie le Golfe à l'océan Indien, et le Bab el-Mandeb dans la mer Rouge. L'Arabie saoudite détient les premières réserves mondiales de pétrole, le Qatar est le 3e producteur de gaz, et avec les Émirats arabes unis, avec Koweït, avec Oman, ces pays, ces monarchies du Golfe, comme on dit, détiennent 40% des réserves pétrolières du monde et près de 35% des réserves gazières. Et il faut bien voir que c'est un pétrole à très faible coût d'extraction. Il est de moins de $5 le baril. C'est-à-dire que
c'est très loin du pétrole de la mer du Nord qui est à plus de 60 $. On est très loin même du pétrole. Alors le gaz de schiste, le pétrole et le gaz de schiste sont à plus de 60 $ aussi. Le pétrole en Algérie ou dans d'autres pays est autour de 30, 40, 50. Bon, ce coût d'extraction à 5 $ fait que même quand le pétrole tombe très 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 bas, quand le cours tombe très 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 bas, les pays du Golfe engrangent des revenus importants. Des revenus importants qui font que ce golfe, que cette péninsule arabe, est devenue une place financière de tout premier ordre. Vous avez tous entendu parler de Dubaï, où j'étais récemment et qui est devenu le nouvel Eldorado, où des milliers d'Occidentaux viennent travailler, faire des situations assez extraordinaires. C'est effectivement sans doute la région du monde, c'est l'Arabie Saoudite, les Émirats, Qatar, Koweït qui est plus discret mais qui a beaucoup d'argent aussi, l'une des régions du monde où il y a le plus d'argent. Ces 6 monarchies sont réunies au sein d'une organisation régionale qui s'appelle le Conseil de coopération du Golfe, qui est destiné à favoriser l'intégration et la coopération dans tous les domaines. Ça marche qu'un quart, parce que chacun est très jaloux de ses prérogatives tout de même, mais il y a des réalisations, notamment en matière de défense et de sécurité, puisqu'ils ont tous une inquiétude commune, c'est le voisin iranien. Et puis, dans cette péninsule, il y a le Yémen. Alors le Yémen, c'est une vieille nation. Vous avez entendu parler de la reine de Saba, et de l'Arabie heureuse. C'est une vieille nation qui s'est constituée autour d'une monarchie nationale, autour d'un rite religieux qui est le zaïdisme, qui est une des écoles du chiisme et qui est l'école du chiisme la plus proche du sunnisme, au point qu'on a même pu dire que le zaïdisme est la 5e école du sunnisme. Et ce zaïdisme, en fait, c'est un mouvement politico-religieux dans la mesure où c'est l'imam, le chef du zaïdi, qui était le roi. Et pendant plus de 10 siècles, pendant même plus longtemps, pendant plus de 12 siècles, cette monarchie yéménite a maintenu, d'abord a fait du Yémen un pays qui a eu son heure de gloire. Les Français, par exemple, au XVIIIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, avaient initié le commerce de Moka, où il y a le café, bien sûr, et l'empire, ou le royaume du Yémen était très prospère. Et cette monarchie, qui a aussi subi les attaques des Ottomans, mais qui n'a jamais faibli, même quand il y avait une grande invasion ottomane et que la moitié ou les 3/4 du pays étaient envahis, il restait toujours autour de l'imam un petit coin, un petit roi de Bourges qui résistait à l'envahisseur et qui représentait la légitimité et l'indépendance du Yémen. Ce pays a donc jamais été réellement envahi et sa monarchie a subsisté jusqu'en 1962, date à laquelle il y a eu une révolution entretenue par l'étranger. D'ailleurs, c'est Nasser qui a favorisé cette révolution en grande partie, et puis un peu l'Union soviétique. Hein. Et ça a été le début d'une longue guerre civile de 1962-1970 entre les tribus royalistes et les tribus républicaines. Et depuis, eh bien, on peut considérer que le pays vit dans l'anarchie et aujourd'hui, le Yémen connaît, alors qu'on a renversé le président Ali Abdallah Saleh, que des situations vraiment très périlleuses, puisqu'on se demande s'il y a encore un État, s'il y a encore un pays, enfin bon, il est divisé en 3, 4 morceaux, enfin on en reparlera. Donc, le premier sous-ensemble de ce monde arabe, c'est la péninsule. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le croissant fertile. C'est l'Irak, la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie. C'est naturellement la zone la plus turbulente aujourd'hui de ce monde arabe, sachant qu'il y a là, dans ce croissant fertile, une véritable communauté identitaire. Les frontières sont assez artificielles
entre l'Irak, la Syrie, et même, il faut le dire, au risque de chagriner nos amis libanais, entre la Syrie et le Liban, et entre cette partie du monde, enfin, et la Palestine. Bon, quant à la Jordanie, c'est une invention des Anglais après la Première Guerre mondiale pour donner un petit quelque chose aux Hachémites qu'ils avaient entraînés dans la révolte arabe. Ça, c'est autre chose. Il y a la région nilotique, qui est surtout marquée par la présence de l'Égypte, mais aussi le Soudan. Alors c'est une région qui est à la charnière de ce qu'on appelle le Mashrek, c'est-à-dire l'Orient et le Maghreb, l'Occident, du monde arabe et de l'Afrique, de la mer Rouge et de la Méditerranée, et puis le Soudan et l'Égypte qui ont aussi une grande identité commune. Enfin, il y a le Maghreb, avec ses 5 pays membres, l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Alors ces 5 pays ont formé une union du Maghreb arabe en 1989 pour renforcer la coopération, surtout qu'il faut bien voir que ce sont des pays très complémentaires. Les uns ont de l'énergie, les autres ont de l'agriculture, les autres ont un grand savoir-faire, c'est le cas des Marocains. Bon, il y a beaucoup de potentiel et tout devrait inciter à créer une sorte de marché commun maghrébin. Or, ça ne marche pas du tout, parce que il y a un différend, plus qu'un différend, il y a une guerre, il faut bien le dire, ouverte, même si c'est une guerre froide, entre l'Algérie et le Maroc, du fait que l'Algérie soutient un mouvement séparatiste au Sahara marocain, le Polisario, qui est un reliquat de la guerre froide. C'est l'Algérie de Boumedienne qui avait des rêves démesurés pour étendre le pouvoir de son pays et son influence, allié aux soviétiques qui appliquaient la stratégie de Lénine de contourner l'Europe par l'Afrique, qui ont créé ce mouvement pour créer une division au sein du Maroc, couper le Maroc, qui était pro-occidental, qu'il est toujours d'ailleurs, de son environnement africain. Et depuis, l'Algérie continue à dépenser des milliards, alors que son peuple n'a rien, qu'il y a 60% de jeunes qui sont au chômage. L'Algérie continue à dépenser quelques-uns des milliards que les généraux au pouvoir n'ont pas volés pour soutenir ce mouvement séparatiste qui n'a aucune influence, il faut le dire, mais qui a des ramifications idéologiques importantes. Tous les gauchistes du monde le soutiennent. Vous verrez les partis de gauche, le Front de gauche, tous ceux qui sont, la fête de l'humanité reçoit le Polisario. Et puis, depuis quelque temps, on s'aperçoit qu'il y a un jeu assez trouble de certains pays traditionnellement alliés du Maroc dans cette affaire, notamment les États-Unis, dont on ne sait pas trop quel jeu ils jouent, dans la mesure où certaines officines des États-Unis semblent encourager les dissidents du séparatiste ou ceux du Polisario. Donc, le Maghreb a un problème clé qui est un affrontement entre l'Algérie et la monarchie marocaine sur le Sahara. C'est bien entendu un problème important parce que ça met en cause toute la stabilité régionale et on en reparlera tout à l'heure. À ces sous-ensembles, on pourrait rajouter alors quelques petits membres épars du monde arabe, la Somalie, les Comores, et puis Djibouti. Alors Djibouti c'est tout petit, mais c'est très stratégique parce que c'est Djibouti qui commande la porte du Bab el-Mandeb, c'est-à-dire l'entrée dans la mer Rouge. Et Djibouti, grâce, il faut quand même bien le dire, à la présence de la base française et de l'influence française, est resté le seul îlot de stabilité dans cette région, cette corne de l'Afrique, où reste la pagaille la plus totale. Pensez à la Somalie, pensez à l'Éthiopie et l'Érythrée qui se sont entre-déchirés. Donc Djibouti, c'est un petit pays qui est grand, il doit faire 20 000 km², il va y avoir 1 million ou 2 millions, 1 million d'habitants, mais qui a une importance stratégique de premier ordre, et on devrait s'inquiéter, nous Français, de voir le peu d'intérêt que le gouvernement français accorde à Djibouti, où nos bases sont en plein recul au profit des États-Unis, où on a laissé s'installer une influence américaine qui est aujourd'hui
plus importante que l'influence française, puisque la présence militaire américaine à Djibouti est aujourd'hui 2 fois plus importante que la présence française et qu'elle ne cesse de nous grignoter. Et bien entendu, une fois de plus, on voit que nos gouvernements ne sont pas à la hauteur de la situation, mais ça, c'est pas bien nouveau. Tous ces pays arabes sont membres d'une organisation régionale qui s'appelle la Ligue arabe, qui rassemble donc 22 États membres. Il est clair que cette organisation régionale, qui a été la première organisation régionale, bien avant l'Union européenne, bien avant l'ASEAN, bien avant l'ALENA nord-américaine, ça a été la première organisation régionale, puisqu'elle a été fondée en 1945, eh bien, cette organisation régionale n'a pas donné les résultats que l'on pouvait escompter, d'abord parce que les interventions extérieures n'ont jamais favorisé l'Union, et puis il y a eu beaucoup de différends entre les régimes, entre les États, certains ayant choisi le camp occidental pendant la guerre froide, d'autres ayant choisi le camp soviétique, notamment le Yémen du Sud, d'autres ayant développé une politique d'indépendance nationale avec Nasser ou d'autres. Bon. Alors cette Ligue des États arabes n'a pas eu d'influence politique considérable, mais elle a créé des organismes spécialisés de coopération pour la culture, enfin une sorte d'UNESCO arabe, un conseil économique, une union postale, une organisation du travail, une union des télécommunications, qui a même permis le lancement de 2 satellites de communication. Mais le défi aujourd'hui pour le monde arabe, c'est de renforcer la coopération interarabe afin d'abord de déjouer le jeu de ceux qui cherchent à diviser les Arabes et d'autre part de peser davantage sur la scène internationale. Car il est indéniable que le poids du monde arabe réuni est loin d'être négligeable. C'est un ensemble de près de 14 millions de kilomètres carrés, 360 millions d'habitants, un PIB d'environ 1800 milliards de dollars, 58% des réserves de pétrole mondiales, puisqu'à celle du Golfe, il faut ajouter celle de la Libye, celle de l'Algérie, celle de l'Égypte, etc. 30% des réserves de gaz, un certain potentiel agricole, des ressources halieutiques, et puis des capitaux arabes très très importants, enfin c'est ceux des monarchies du Golfe. Vous savez, l'influence aujourd'hui dans la finance internationale de ces capitaux, et puis les achats, et pas uniquement des clubs de football, mais beaucoup plus une politique qui fait que les fonds d'investissement des monarchies arabes du Golfe, par exemple les Émirats, j'étais récemment aux Émirats, et un Émirien me disait, mais aujourd'hui le pétrole, alors que c'est quand même un des 5 premiers pays producteurs de pétrole du monde, il disait, aujourd'hui le pétrole pour nous c'est rien. On vit d'autres choses. S'il n'y a plus de pétrole, on continuera à être riche parce qu'ils ont ces fonds d'investissement, ils ont su utiliser leur argent et ne pas le dilapider, ce qui n'est pas le cas dans certains autres pays producteurs de pétrole. Je pense par exemple à l'Algérie, ou je pense à Feu Kadhafi, qui dépensait son argent dans toutes sortes de choses, sauf pour le développement de son peuple. Les facteurs d'unité, ben, je les ai dit, c'est la langue commune, c'est l'histoire, c'est la civilisation, c'est le mode de vie, c'est quand même la religion, même s'il y a des minorités chrétiennes dans plusieurs pays. Et ces facteurs d'unité, si on y regarde de près, ils sont quand même infiniment supérieurs aux facteurs d'unité des nations européennes, que tout divise. La langue, la culture, l'histoire, la gastronomie, etc. Bon, et tout devrait donc conduire les États arabes à mettre en place un système de coopération plus efficace, alors qu'aujourd'hui, au niveau de l'intégration régionale, c'est le monde arabe qui est le plus en retard. Alors cette coopération est d'autant plus nécessaire que le monde arabe est confronté à de nombreux défis. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Proche-Orient est l'une des parties du monde les plus marquées par les conflits, des conflits qui opposent non seulement les peuples concernés, mais aussi les puissances. Il est au cœur de grands enjeux stratégiques, énergétiques et culturels. Sa géopolitique reste dominée par la permanence de la crise israélo-arabe, cette question palestinienne qui est un problème central et donc, je le répète, il ne faut pas sous-estimer le facteur affectif dans l'ensemble du monde arabe qui a le sentiment
d'avoir subi une grande injustice et de continuer à la subir. Lorsque l'on parle, lorsqu'on dit aux Arabes qu'il faut respecter le droit international et que les policiers du nouvel ordre mondial viennent les moriginer toutes les 5 minutes en leur disant il faut faire ci, il faut faire ça, ils ont beau jeu de répondre que le droit international il n'est pas respecté depuis 60 ans en Palestine, que toutes les résolutions pertinentes de l'ONU qui permettraient la résolution du conflit palestinien sont allègrement violées par Israël grâce à l'appui des États-Unis qui oppose son veto chaque fois qu'on essaye de les faire appliquer. Donc ce sentiment de 2 poids, 2 mesures que connaît le monde arabe et qui est réel est un facteur qui peut expliquer aussi beaucoup de colère et beaucoup des événements qui se passent aujourd'hui. La géopolitique du monde arabe aussi caractérisée par les convoitises suscitées par le pétrole et le gaz. Le pétrole a été un bienfait et aussi une malédiction pour le monde arabe. Bien sûr, c'est d'une richesse, mais cette richesse, elle a attiré bien des convoitises. Et cette richesse, au plus, a fait du monde arabe une région stratégique qu'il était déjà, puisqu'il est au carrefour de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe. Et tout cela l'a rendu vulnérable aux ingérences des puissances hégémoniques, et surtout les anglo-saxons, d'abord les Britanniques et ensuite les États-Unis. Et pour rien arranger, il existe des rivalités anciennes entre les Arabes, les Turcs et les Perses. Alors bien sûr, vu de l'Occident, c'est tous la même chose. Ben non, c'est pas la même chose. Les Arabes ne sont pas des Iraniens, ne sont pas des Perses et ils ne sont pas des Turcs, pas plus que les Français d'ailleurs, ne sont des Allemands ou des Anglais. Donc voici une région de conflit. Le conflit le plus important, c'est celui d'Israël. Je vais passer là-dessus parce que c'est bien connu. Le deuxième facteur de conflit, c'est celui qui concerne le pétrole. Ce pétrole qui a été découvert en premier dans la région de Bahreïn et puis en Arabie Saoudite, et qui est devenu donc l'enjeu stratégique que l'on sait. Et depuis que le pétrole existe, eh bien, le monde arabe a été la cible de toutes les aventures, puisque les puissances ont voulu contrôler à la fois les réserves de pétrole et les routes de l'énergie. C'est après la Seconde Guerre mondiale que le jeu se met en place, avec les États-Unis qui profitent de l'équipée de Suez en 1956, de la débâcle de Suez et de la guerre froide, pour installer durablement leur influence dans la région. Face à ces défis, face aussi à cette ingérence étrangère, la principale faiblesse des Arabes a été leur division. Et ça le reste, puisque beaucoup de régimes arabes sont encore prisonniers d'un certain alignement sur les puissances étrangères. Et puis, ça a été leur division parce qu'il y avait des divisions idéologiques. Certains régimes avaient pris parti de s'aligner sur l'Occident. C'était le cas des pays du Golfe, de la Jordanie, c'est-à-dire sur les États-Unis, il faut être clair. D'autres ont été tentés de promouvoir des politiques d'indépendance nationale, de nationalisme arabe. Ça a été le cas de Nasser, ça a été le cas du Baas en Syrie, puis en Irak, et d'autres étaient liés à l'Union soviétique. Toute la stratégie des États-Unis et d'Israël, il faut voir que c'est la même chose. Quand on dit le lobby juif aux États-Unis dicte sa politique, c'est pas si vrai que ça. Les États-Unis ont une politique d'influence dans le monde arabe ou au Proche-Orient qui repose sur une alliance ou sur un partenariat avec Israël. Ce n'est pas le lobby juif qui dicte sa politique aux États-Unis. Les États-Unis ont leur politique hégémonique d'influence qui se trouve conjuguée ou qui
qui se trouve en alliance avec Israël. Mais il ne faut pas vous concevoir que les États-Unis comme un pantin entre les mains d'Israël. Les États-Unis ont une politique d'influence au Proche-Orient et que cette politique, elle est très conforme à ce qu'ils considèrent comme leurs intérêts, à eux. Et toute cette stratégie des États-Unis a visé à affaiblir les États arabes, à les diviser, à créer des problèmes pour briser l'essor de ceux qui, comme l'Irak du président Saddam Hussein, tentaient de mettre en place une politique de développement et d'indépendance. En fait, je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que la politique américaine au Proche-Orient est viscéralement anti-arabe. La hantise des États-Unis, c'est de voir un État arabe fort, ou de voir une Union arabe qui pourrait, et qui l'a fait d'ailleurs du temps de Saddam Hussein, se tourner vers des pays européens, notamment la France. Ce qui a provoqué, enfin, une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont voulu la tête de Saddam Hussein, c'était qu'il avait installé la France comme puissance dans le Golfe. C'était que la France, à l'époque de Saddam Hussein, était une puissance régionale de tout premier ordre. Et ça, les États-Unis ne le supportaient pas plus qu'ils ne supportent d'ailleurs que la France est un jeu où que ce soit. Nos alliés américains, comme dit l'autre. Après le déclenchement de la guerre Irak-Iran, c'est-à-dire après la révolution de Khomeini qui a mis en place en Iran un régime d'ayatollah, d'un clergé chiite fanatique, à la place du Shah, qui était un homme qui essayait de faire des réformes, qui a été renversé par les États-Unis, par les Anglais. La propagande de Khomeini, elle a été faite par qui? Par la BBC, qui a diffusé les discours de Khomeini à longueur de temps et qui a été un des facteurs qui a favorisé la révolution iranienne. La révolution iranienne, elle doit tout aux anglo-saxons. Eh bien, après le déclenchement de la guerre Irak-Iran, en septembre 1980, les États-Unis avaient clairement choisi leur camp. C'était celui de l'Iran. Et ils avaient chargé Israël de soutenir l'effort militaire de l'Iran. Le gendre de Khomeini était à Téhéran pour acheter des armes à Israël ou pour établir de la coopération avec Israël. Et vous avez entendu parler du scandale de l'Irangate qui a révélé le soutien militaire américain apporté au régime de Khomeini par l'intermédiaire d'Israël. Je vous rappelle que la France était du côté de l'Irak, très engagée, puisque l'effort de guerre de l'Irak a été porté à bout de bras par la France, y compris avec la fourniture de matériel comme les super-étendards, comme d'autres, et peut-être même par la fourniture de conseillers, et peut-être même par la fourniture de militaires qui pilotaient ces avions, ça c'est une autre affaire. Ayant vaincu l'Iran en 1988, l'Irak se retrouvait donc en situation de force dans la région du Golfe. Il était le pays arabe qui avait vaincu un ennemi qui était 3 fois plus nombreux tout de même. Et qui est le premier pays arabe à remporter une victoire depuis bien longtemps. Il était doté d'une armée expérimentée. Il disposait d'un fort potentiel technologique. Il disposait de moyens, puisque c'est un pays pétrolier très important. En Irak, quand on creuse, soit on trouve une antiquité, soit on trouve du pétrole, et quelquefois les deux. Il est le détenteur des deuxièmes réserves de pétrole du monde. Donc l'Irak pouvait prétendre exercer un rôle de premier plan dans le monde arabe et être, ce que révèle Saddam Hussein, d'être un peu le leader de ce monde arabe renouvelé. Et la France, le principal soutien à l'Irak. Je répète, la guerre Irak-Iran a été gagnée par l'Irak et par la France. Nous étions totalement engagés. La France se trouvait en position de force pour jouer sa carte, qu'elle n'a pas jouée, bien entendu, du fait de la débilité de nos gouvernants de l'époque, qui ne valaient pas mieux que ceux d'aujourd'hui. Je le dis parce que j'ai participé à cette politique irakienne de la France. J'ai bien connu Saddam Hussein, je sais beaucoup de choses sur cette affaire, et je sais surtout l'immense carte que nous aurions eu à jouer et que nous n'avons pas joué. Mais ça, c'est une autre affaire.
Mais le fait même que l'Irak avait choisi de se rapprocher de certaines nations européennes, et notamment de la France, donc, qu'il avait accordé à ces pays amis un statut privilégié en matière d'échange économique, de coopération dans le domaine pétrolier, cela signifiait le déclin des États-Unis dans la région. L'Irak était à l'époque le colosse. L'Arabie Saoudite, le Koweït, tous ces pays tremblaient devant l'Irak. Saddam Hussein faisait ça et il reculait de 10 mètres. Bon. Et Saddam Hussein était un vrai nationaliste qui voulait libérer le monde arabe de cette hégémonie américaine. Les Américains ont donc rien eu de plus pressé que de tout mettre en œuvre pour abattre Saddam Hussein. C'est donc dans ce contexte qu'est né un projet américain d'affaiblissement du potentiel économique et militaire de l'Irak. Ils ont actionné une chèvre, le Koweït, vous savez, c'est la chèvre qu'on attache autour d'un piquet pour attirer le loup, qui a fait baisser le prix du pétrole jusqu'à 7 dollars le baril. 7 dollars le baril. C'est-à-dire que chaque fois que le pétrole baissait d'1 $, l'Irak perdait 1 milliard de dollars par an. Et l'Irak avait besoin d'argent pour se reconstruire après la guerre. Bon, c'était une politique d'étranglement de l'Irak menée par l'émir du Koweït sur ordre des Américains. Alors la suite, bon, elle est connue. Le piège tendu à Bagdad a marché. L'Irak a toujours revendiqué le Koweït. Ce n'était pas une lubie de Saddam. Les rois d'Irak, le roi Faisal, le roi Ghazi Ier, Faisal assassiné par les Anglais, Ghazi Ier assassiné par les Anglais, voulait récupérer le Koweït. Le Koweït est une région irakienne détachée de l'Irak par la puissance anglaise au début du XXe siècle. Donc, il y avait déjà un contentieux territorial, si j'ose dire. Donc, le piège tendu a marché, puisque l'armée irakienne est rentrée à Koweït, et on connaît la suite. La première guerre de 91 contre l'Irak, suivie d'un embargo et d'une tentative d'étouffement de l'Irak qui a duré pendant 10 ans, qui a provoqué 1,5 million de morts en Irak, notamment des enfants, des personnes âgées. L'embargo américain, c'est 1,5 million de morts. Bon. Et il faut aussi se souvenir de tout ça pour comprendre peut-être ce qui se passe aujourd'hui en Irak et la haine qu'il peut y avoir. En tous les cas, en 1991, avec la guerre contre l'Irak, les États-Unis avaient marqué leur territoire. Ils avaient repris le contrôle de la région du Golfe en trompant les Saoudiens, en leur disant que l'Irak allait les attaquer, en leur montrant des photos prises par satellite qui étaient des photos truquées et qui montraient une soi-disant prétendue avancée des troupes irakiennes vers l'Arabie Saoudite, ce qui était totalement, bien entendu, faux. Et le roi Fahd, qui n'était pas très brillant, il faut bien le dire aussi, est tombé dans le... Et il a laissé s'installer les États-Unis, avec toutes les conséquences que cela pouvait avoir. L'arrivée des GI en Arabie Saoudite, des GI en short, et des excusez-moi mesdames, mais enfin, des grosses bonnes femmes de l'armée américaine qui se travaillaient en short dans les rues de Riyad et tout ça, a été une gifle immense pour les Saoudiens. En plus, il faut bien voir le comportement de GI qui se comportaient comme un terrain conquis. On ne sait pas, mais il y a eu des affrontements entre des troupes saoudiennes et des troupes américaines. Enfin, personne ne l'a dit. Il y a eu des affrontements parce qu'ils ne se supportaient pas. Et tout cela a été une immense bouilloire. Enfin, cette politique américaine, cette présence américaine dans l'Arabie Saoudite, les lieux saints d'Islam, a été une provocation dont nous n'avons pas fini de payer les conséquences. C'est là qu'est né Ben Laden, c'est là que sont nés un certain nombre de terroristes, d'extrémistes. C'est sur ce terreau favorable provoqué par les États-Unis. Alors, on sait que le scénario a conduit en 2003 à l'invasion de l'Irak, au motif des attentats du 11 septembre 2001, pour lequel l'Irak n'avait strictement rien à voir, mais ça c'est pas grave, que la France, qui s'était un petit peu réveillée, avait opposé son veto, enfin avait menacé d'opposer son veto à l'attaque américaine, ce qui fait que cette guerre a été menée sans mandat des Nations Unies, donc c'est une guerre illégale, que c'est un acte d'agression caractérisé,
qui pourrait être sanctionné par le droit international s'il y avait un droit international. Et la destruction de l'Irak a été un coup terrible pour le monde arabe, puisque ça a liquidé le principal pays arabe, celui qui était le plus solide, celui qui avait une vraie armée, celui qui avait des vrais techniciens. Sous Saddam Hussein, il y a eu un développement technologique considérable. Et en même temps, les Américains ont commis le tour de force de chasser le pouvoir nationaliste pour installer au pouvoir à Bagdad des agents iraniens. Les collaborateurs qui sont venus dans les fourgons de l'Amérique et qui sont aujourd'hui encore au pouvoir en Irak sont des anciens du mouvement terroriste Dawa, le Dawa al-Islam, qui est un mouvement iranien fondé à Téhéran. C'était un mouvement terroriste qui avait commis des attentats en Irak, qui avait essayé d'assassiner Tariq Aziz, le Premier ministre, parce qu'il était chrétien. C'est ces gens-là qui ont été installés au pouvoir en Irak par les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont installé l'Iran au pouvoir en Irak. Donc, c'est une chose qu'il faut bien voir, parce que ces chiites irakiens, qui sont des agents iraniens, n'ont rien de plus pressé que de se livrer à une sorte d'épuration ethnique contre, d'abord, les chiites nationalistes arabes, parce qu'il y avait beaucoup de chiites qui étaient pour Saddam Hussein. Bon, cela, il faut bien zigouiller. Comme au Liban, les Hezbollah a zigouillé en premier les chiites du sud Liban, qui étaient nationalistes arabes. Bon. Et puis, ils ont assassiné méthodiquement tous les Kurdes sunnites. Et aujourd'hui encore, chaque jour que Dieu fait, vous avez un ancien général de l'armée de Saddam, vous avez un ancien ingénieur, un ancien qui sont assassinés par le régime ou par les milices du régime pro-iranien à Bagdad. Donc, cette invasion de l'Irak par les États-Unis a créé la rupture de l'équilibre millénaire entre le monde perse et le monde arabe. C'est au nom de cet équilibre millénaire que la France avait soutenu l'Irak. Lorsque nous avons pris la décision de soutenir l'Irak, c'était justement en pensant qu'il fallait éviter que le rapport des forces soit modifié. C'est-à-dire qu'il fallait faire en sorte qu'entre le monde perse et le monde arabe, il reste un certain équilibre. Cet équilibre a été détruit. Et on se souvient aussi de cette théorie qui a été exprimée à la même époque par George Bush, enfin par George Bush, le malheureux, il était bien capable d'exprimer un moins de théorie, par l'administration Bush, celle du nouveau Moyen-Orient. Ce nouveau Moyen-Orient, c'est la politique typique des États-Unis, c'est-à-dire la volonté de maintenir le monde arabe le plus faible possible, de l'empêcher de s'unir et de constituer une puissance. Donc c'est peu de dire que le jeu des États-Unis est globalement hostile à la nation arabe. La politique des États-Unis, elle est véritablement anti-arabe. Et du coup, les États-Unis sont, bien entendu, dans une situation aujourd'hui qui est de plus en plus délicate, puisque maintenant que la plupart des monarchies du Golfe et que les Arabes ont compris que la destruction de l'Irak a été le pire qui pouvait arriver, puisque tout ce qui se déroule maintenant, c'est la conséquence, ils cherchent le coupable, le responsable. Et ils se disent, mais c'est les États-Unis, nos soi-disant, nos prétendus amis. Donc, voici le contexte général qui permet de mieux comprendre la situation actuelle et peut-être de décrypter ce qu'on a appelé le printemps arabe. Alors, lors des rébellions qui ont commencé en Tunisie, à la fin de 2010, on a lancé ce fameux slogan, le printemps arabe. C'est un slogan immédiatement repris par les médias, par les analystes, et on ne fera croire à personne que c'est un pur hasard ou une trouvaille d'un journaliste imaginatif. Enfin, il faut toujours se méfier des expressions toutes faites
quand ce sont des slogans publicitaires qui sont concoctés dans des officines spécialisées. En l'espèce, le slogan résulte des techniques de soft subversion ou de soft power imaginées par un individu qui s'appelle Gene Sharp. Il est officiellement le fondateur de l'Institut Albert Einstein, une association qui promeut la résistance non violente. Et Sharp a exposé sa théorie dans son livre De la dictature à la démocratie. Ces méthodes ont été utilisées par la CIA en Europe orientale, en Asie et lors du printemps arabe. On sait que son institut a été financé et appuyé par le gouvernement américain. Il est utilisé par la National Endowment for Democracy, la Fondation nationale pour la démocratie, qui accomplit aujourd'hui une part du travail qui était auparavant dévolu à la CIA, et aussi par l'Open Society Institute de George Soros. Le printemps arabe fait irrésistiblement penser aux révolutions de couleur qui ont eu lieu dans l'Europe et l'Asie centrale post-soviétique. D'ailleurs, ce slogan printemps arabe est tout aussi vide de sens que ceux de ces révolutions de couleur. Il est tout juste destiné à entretenir le mythe de révolutions spontanées, romantiques et populaires. Or, nous savons bien que ce sont très exceptionnellement les peuples qui font les révolutions. Ce sont des groupes, ce sont des forces organisées, parfois manipulées de l'extérieur. Cela d'ailleurs a été le cas lors de la Révolution française. Ce n'est pas une révolution populaire, elle a été orchestrée par des sociétés secrètes pour servir les intérêts de Londres, face à une monarchie française qui avait soutenu les insurgés en Amérique du Nord, et qui, après avoir reconstitué une marine d'envergure, avait l'ambition de reconquérir le Canada. C'est ça le contexte de la Révolution française. Eh bien, depuis la Révolution en Iran, en 1979, le scénario ne cesse de se répéter. Des contestateurs d'extrême gauche, en Iran c'était le Parti communiste Tudeh, alliés à des groupes ultra-religieux, en Iran c'était les mollahs chiites, font tomber des régimes, sans doute fatigués, lâchés par les États-Unis, qui neutralisent le commandement militaire qui leur est affilié. En 2011, on va retrouver exactement le même cocktail en Tunisie, en Égypte ou au Yémen, avec la conjonction de groupes d'extrême gauche, appelés démocrates pour la bonne cause, de mouvements politico-religieux, notamment les frères musulmans, et une défection d'une partie de l'appareil militaire. Donc il est temps de regarder de plus près ces révolutions arabes. Plusieurs éléments amènent à se poser des questions quant à leur caractère spontané. Je le redis, on est exactement dans le même cas que les révolutions orange, rose et autres qui ont lieu en Europe de l'Est et dans le Caucase. Elles ont été manipulées. Depuis la révolution iranienne, les techniques de propagande et de déstabilisation se sont bien perfectionnées. La révolution iranienne, c'était des cassettes, vous savez, les cassettes qu'on a connues, là, où le fil se coupait tout. Bon, qui étaient diffusées avec les discours de Khomeini. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sophistiqué, avec l'action d'ONG comme le réseau Open Society Institute de George Soros, le National Endowment for Democracy, lié à la CIA, et l'action d'un certain nombre d'officines américaines de ce genre, qui sont très actives dans les révoltes tunisiennes, égyptiennes, yéménites, et aussi dans des tentatives de déstabilisation du royaume du Maghreb et du royaume du Maroc. Ces ONG, la Fondation pour la Nouvelle Démocratie, l'Institut Soros, etc., ils ont pour objet d'accompagner la politique des États-Unis. C'est ces ONG qui ont lancé le slogan médiatique du printemps arabe. C'est elles qui ont formé les cyberdissidents chargés de diffuser les mots d'ordre et les slogans, et chargés surtout de passer dans les médias occidentaux pour donner cette image de jeunes démocrates qui s'insurgeaient contre de vilains dictateurs. Il s'agit de donner le sentiment que ce seraient des initiatives spontanées de jeunes épris de démocratie derrière leur écran Internet, alors que la vérité, bien entendu, tout autre, puisque ces personnes ont été spécialement formées. On a les noms de certains de ces jeunes démocrates
qui, après avoir fichu la pagaille, sont retournés, ils ne sont pas restés dans le pays où ils avaient fait la révolution, ils sont retournés au Canada ou aux États-Unis où ils avaient été formés parce que c'était tout simplement des agents. Et donc ces révolutions ont été préparées par des réseaux sociaux, par les internet blogueurs, au point qu'on a pu parler de la révolution 2.0. Un article du New York Times, c'est la presse américaine, a ceci de différent de la presse française, que c'est encore un peu un espace de liberté et qu'on arrive à lire des choses qu'on ne lira jamais dans la presse française. Un article donc du New York Times du 15 avril 2011 affirmait qu'un certain nombre de groupes et d'individus directement impliqués dans les révoltes arabes qui ont commencé en Tunisie ont tous reçu une formation et un financement des groupes comme l'International Republican Institute, le National Democratic Institute, Freedom House, etc. Et parmi les groupes et individus cités par New York Times figurent notamment le mouvement de la jeunesse du 6 avril en Égypte, le centre de Bahreïn pour les droits de l'homme, ou des militants de base qu'on a pu voir en Égypte, en Tunisie, au Yémen. L'organisation de Marzouki, l'ancien président de la Tunisie, qui avait pris le pouvoir donc, avec le Parti Frères Musulmans et qui était l'idiot utile de service. Sa Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme a également été financée par la Fondation nationale pour la démocratie américaine et l'Open Society de George Soros. Dans le cas de la Tunisie, de l'Égypte, du Yémen, on assiste toujours au même scénario. L'action des réseaux sociaux, les manifestations, le retournement de l'armée ou d'éléments de l'armée proches des États-Unis, l'emballement médiatique international, la complicité des médias internationaux qui ne comprennent rien ou qui sont des relais, la complicité passive des États-Unis. Alors bien sûr, il y avait des contextes favorables à ces révolutions. Tout ça ne peut pas naître s'il n'y a pas de contexte favorable. Il y avait la lassitude de la population à l'égard de régimes vieillissants, autocratiques, et il faut bien le dire, largement corrompus. C'est ce qui a permis de faire descendre des foules dans la rue. Mais ces mouvements obéissaient à un projet global que les pauvres types qui étaient dans la rue ignoraient bien entendu. Ils épousaient les objectifs de la politique du nouveau Grand Moyen-Orient lancée par l'administration Bush et reprise par M. Obama. D'ailleurs, la preuve du lien entre la théorie du nouveau Moyen-Orient de Bush et le soft power de l'administration Obama réside dans le fait que les néoconservateurs américains ont été à la pointe du soutien aux manifestations qui sont développées au Proche-Orient à partir de janvier 2011, sous Obama. Et bien avant le début de ces manifestations, dès 2010, les néoconservateurs, notamment Robert Kagan, Michael Dunn, avaient mis en place un groupe de travail commun, démocrate républicain, sur l'Égypte, dont les conclusions soulignaient que le statu quo ne garantissait plus les intérêts des États-Unis, qu'il fallait se débarrasser de Moubarak et s'engager le plus tôt dans une nouvelle politique dans ce pays. Donc on voit que la spontanéité du printemps arabe est loin d'être assurée et que tout cela obéit à un schéma bien précis. Alors la suite est connue, c'est passé au Caire, à Tunis, à Sanaa, ce qui s'est passé jadis à Téhéran avec les mêmes effets. Les groupes politico-religieux qui sont mieux organisés, qui ont plus de moyens, ont tiré les moyens du feu, les marrons du feu. Ils ont éliminé d'une façon ou de l'autre leurs anciens complices gauchistes, qui n'étaient en espèce que des idiots utiles. Et les États-Unis ont montré beaucoup de compréhension à l'égard des partis politico-religieux, en l'espèce les frères musulmans. Le chef du mouvement tunisien Nada, des frères musulmans, Rachid Ghanouchi en Tunisie, était en exil à Londres, et tout le monde sait ses incointances avec les milieux anglo-saxons, comme les milieux, vous voyez ce que je veux dire. En Égypte, le régime des frères musulmans a été installé après la chute de Moubarak avec l'appui de Washington, qui d'ailleurs ensuite a condamné la contre-révolution du maréchal Sissi. Il faut bien voir que le président Sissi, aujourd'hui, est en but à toute une propagande des États-Unis avec les relais habituels, y compris d'Amnesty International et puis de nos abrutis des médias français, qui l'accusent d'avoir commis un coup d'État.
Or, il n'y a pas eu de coup d'État en Égypte. Il y a eu le peuple qui est descendu dans la rue parce qu'il ne voulait plus des frères musulmans. Il s'était aperçu que c'était des gens dangereux. Et le général Sissi est venu comme la cerise sur le gâteau. Au Yémen, quel du prix extraordinaire dans ces pays. Ce ne sont quand même pas de jeunes blogueurs démocrates qui ont tiré au canon 155 sur la présidence de la République et qui ont brisé grièvement le président Ali Abdallah Saleh. L'un des plus pauvres, le plus pauvre du monde, où s'affrontent des enjeux tribaux, sectaires, tout autant que le jeu compliqué entre un certain nombre de partis et de forces politiques. Il y a les frères musulmans, il y a les groupes royalistes, zaïdites, qui existent toujours dans les tribus du Nord. Il y a maintenant une secte chiite manipulée par l'Iran, les Houthis. Il y a les communistes sudistes qui ont repris du poil de la bête, l'ancien Yémen du Sud, qui était dirigé par un État marxiste ubuesque, et où il y a toute l'ancienne administration communiste qui reprend du poil de la bête. Et puis nous sommes un pays qui a subi une longue guerre civile entre royalistes et républicains, entre tribus zaïdites et autres. Et cette présence, ce souvenir de cette guerre civile reste très imprègne encore ce qui se passe aujourd'hui. Comme d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais elle est intéressante, comme l'Algérie. Lorsque l'on a regardé la carte des soi-disant groupes intégristes en Algérie, et puis des villages qui étaient soi-disant loyalistes, on s'est aperçu que les uns étaient les anciens villages harkis, pro-français, et que les autres étaient les anciens villages pro-FLN. Et que le sang qui a coulé très largement dans les années 62, après le départ de la France, était resté dans les mémoires des gens. Les villages où les FLN avaient zigouillé la moitié de la population pour les punir d'avoir été pro-français, leurs héritiers avaient... Et donc, on a retrouvé, et ça personne ne l'a dit parce que c'était pas politiquement correct, mais on a retrouvé les mêmes clivages. Eh bien, on retrouve aujourd'hui au Yémen les mêmes clivages entre les tribus royalistes et les tribus républicaines. Comme quoi l'histoire a la vie dure. Alors la révolution, elle a consisté à renverser le président Ali Abdallah Saleh, auquel les frères musulmans reprochaient le crime immense de s'être opposé à l'autorisation du mariage des filles de 9 ans. Ali Abdallah Saleh, c'est un homme que j'ai bien connu, il avait ses défauts, mais c'était un garçon qui était réformiste, qui était modéré, et qui avait quand même réussi à unifier le pays. Moi, je me souviens d'être allé de Sanaa à Aden en voiture, en couchant à Taïs, en m'arrêtant dans les villages pour boire du thé, sans la moindre souci. Aujourd'hui, on ne sortirait pas de Sanaa vivant. Ouais. Et donc, les Américains ont favorisé le renversement du président Ali Abdel Saleh au profit des frères musulmans, au profit des séparatistes sudistes communistes et au profit d'une secte activiste pro-iranienne, Ansar Allah, ou c'est les Houthis, qui s'est emparé de Sanaa récemment et qui a chassé le président par intérim. Et dans ce contexte, cerise sur le gâteau, vous avez Al-Qaïda qui prospère, profitant de l'anarchie générale. Brillant résultat de cette révolution arabe, de ce printemps arabe, et pourtant, en 2011, le prix Nobel de la paix, le prix Nobel de la paix dont on sait que l'attribution est orientée par Washington, et puis on sait aussi que c'est une pitrerie, depuis que son attribution à Obama, 15 jours après qu'il ait été élu président de la République, président des États-Unis. Ce prix Nobel de la paix a donc été attribué à une journaliste qui s'appelle Dawakoul Karman, qui n'est rien d'autre qu'une militante des frères musulmans, et qu'on nous a présentée comme une jeune femme héroïque. Interrogé à ce sujet par des journalistes, le président du comité Nobel de la paix, le nommé Jack Lang, s'est fait le porte-parole zélé de la propagande des États-Unis en osant affirmer que le mouvement des frères musulmans n'était pas une menace pour la démocratie.
Il a même déclaré: il y a de nombreux signes qui montrent que ce genre de mouvement peut apporter une part importante de la solution. Apprécieront tous ceux qui ont subi le mouvement des frères musulmans en Tunisie ou en Égypte. Quelques mois plus tard, la Brookings Institution, qui fait partie de ces ONG dont je parlais tout à l'heure, qui relaient la politique américaine, a organisé un grand forum à Doha au Qatar qui mettait en valeur la militante des frères musulmans que le journal Le Monde, qui est un bon relais de toute cette politique, présentait comme l'ambassadrice des printemps arabes. Voilà. Au Bahreïn, l'agitation est heureusement maîtrisée par le pouvoir royal avec l'aide des États du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite. Alors c'est un tout petit pays, c'est un archipel où il existe une minorité importante, enfin 50% de la population chiite. Et dans ces chiites, il y a un mouvement politico-religieux pro-iranien, manipulé par l'Iran, payé par l'Iran, entraîné par l'Iran et par le Hezbollah au Liban, qui essaye de faire la révolution et qui se livre à un certain nombre d'actes terroristes. Grâce à l'argent de l'Iran et à la bêtise des Occidentaux, ce mouvement apparaît aux yeux de beaucoup comme le parangon de toutes les vertus démocratiques, puisque ce serait le représentant des pauvres chiites majoritaires opprimés par la vilaine monarchie sunnite. Alors que moi je connais beaucoup de chiites bahreïnis qui sont royalistes. Là nous sommes dans le cadre en plus vraiment d'un parti qui est manipulé par l'Iran pour déstabiliser le Bahreïn. Eh bien ce parti a le soutien des mêmes qui ont soutenu les révolutions des soi-disant des prétendus printemps arabes en Tunisie, en Égypte et au Yémen, c'est-à-dire les États-Unis et c'est-à-dire les milieux intellectuels que l'on sait. Au Maroc, il y a un groupe dit du 1 février qui a réuni des groupes d'extrême gauche, trotskistes et autres, et un mouvement politico-religieux pro-iranien, le El Adel ou Al-Nissan, foi et je ne sais plus quoi, qui a tenté de fomenter des troubles. Cette agitation a tourné court, il y a eu quelques manifestations, mais le peuple a manifesté sa solidarité avec les monarchies, qui avaient d'ailleurs anticipé les réformes. Mais il faut bien voir que là encore, ce mouvement dit du 1 février, qui représente au plus fort de ces manifestations, ils ont dû mettre 200 000 personnes dans la rue, une seule manifestation, tout réuni, une seule manifestation pro-royaliste à Casa a réuni 400 000 personnes. Bon, ce mouvement n'a pas pris, la sauce n'a pas prise, le peuple marocain n'est pas tombé dans ce piège, il est resté uni derrière sa monarchie, qui avait d'ailleurs manifesté, qui avait d'ailleurs anticipé les réformes. Bon. Donc on peut parler vraiment d'une exception marocaine. Il n'y avait pas les ingrédients pour une révolution. Le peuple était solidaire de son État, ce qui n'était pas le cas en Égypte, ce qui n'était pas le cas en Tunisie. Les gens en avaient marre de Ben Ali, il faut être clair, en Tunisie. D'ailleurs, ils en avaient surtout marre de la femme de Ben Ali et de la famille de la femme de Ben Ali qui volait le pays. Parce que Ben Ali lui-même, je pense que s'il avait eu l'intelligence ou le courage de mettre son épouse dehors, il serait encore au pouvoir. Parce qu'il a fait des réalisations en Tunisie. Il avait fait quand même naître une classe moyenne, il avait développé ce pays. Bon. Les gens en avaient marre en Égypte de Moubarak. Ils en avaient marre surtout de Madame Moubarak, qui était un fléau, qui voulait mettre son fils à la place de son mari. Moi, je suis monarchiste, je suis tout à fait d'accord, mais pas dans ces conditions tout de même. Et d'autant que c'était des gens qui étaient quand même largement corrompus et qui avaient surtout laissé. Alors là, autant Ben Ali a développé la Tunisie, on ne peut pas le nier. Autant Moubarak avait laissé l'Égypte dans un état de déshérence totale. J'ai pris récemment le train entre Le Caire et Alexandrie. Je n'ai jamais vu, enfin si peut-être à Bombay, un train dans cet état, des gares dans cet état de délabrement. Je ne vous parle pas de la route qui est jonchée de meurs. Donc il y avait, c'est vrai, une faillite de ces États, une carence de ces États qui n'ont pas assumé leur rôle d'État au service des citoyens, au service du bien commun. Ce n'était pas le cas au Maroc. Au Maroc, il y a un roi qui est un visionnaire, qui est réformiste, qui essaie de développer son pays, qui a lancé beaucoup de projets d'avenir,
et le peuple en est plutôt conscient, et donc le Maroc est resté à l'abri de cette agitation. Il est devenu le pays stable du Maghreb et de la région sahélo-saharienne. En tout cas, ce printemps arabe s'avère vraiment une immense duperie. Et on peut remarquer que personne n'a parlé de printemps arabe pour la Palestine, que personne ne parle du printemps arabe pour l'Irak qui a été anéanti par les États-Unis, que personne ne parle de printemps arabe pour ceux qui sont victimes du régime iranien dans le Golfe. Aujourd'hui, la Palestine et l'Irak restent le symbole de l'humiliation du monde arabe. La liquidation de l'Irak, qui a été faite par les États-Unis, l'anéantissement de cet État, de cette nation, et l'affaire de Palestine sont le terreau de l'extrémisme, en particulier en Irak. On remarquera aussi que les États-Unis n'ont pas encouragé la révolte populaire, qui était une vraie révolte populaire contre le régime d'Assad en Syrie, un régime qui est un régime qui représente une toute petite minorité ethnique de la population, c'est les Alaouites, qui représentent 7-8% de la population, et qui est un régime qui a livré ce pays à la pire des dictatures, et sans compter ses agissements au Liban, cette destruction méthodique du Liban, les assassinats au Liban commis par ce régime. Or, ce régime qui opprime son peuple et le Liban depuis 40 ans, eh bien, les États-Unis n'ont rien fait pour le renverser. Et lorsque la France a voulu intervenir en Syrie pour aider la révolte du peuple syrien, les États-Unis s'y sont opposés. Ils ont sauvé la mise à Assad, qui lui-même a libéré des milliers de prisonniers politiques et surtout de droit commun, qui sont allés rejoindre ces mouvements extrémistes que l'on voit pulluler aujourd'hui, au détriment de la résistance ou de la rébellion modérée qu'on aurait pu installer au pouvoir si les États-Unis ne s'étaient pas opposés. La Libye, elle était dirigée depuis 40 ans par un dictateur totalement déséquilibré. Ce type était fou, alors c'est plutôt marrant, mais c'était aussi un voyou et un homme qui avait un comportement qui était très contestable. Comme en Algérie, la rente pétrolière avait été totalement accaparée par le régime, c'est-à-dire par Kadhafi, sa famille et ses proches, qui n'a jamais été utilisée au développement du pays. La Libye, avec ses 4-5 millions d'habitants et ses réserves pétrolières, devrait être aujourd'hui un paradis terrestre. Elle aurait dû être. Lorsqu'on allait en Libye sous Kadhafi, on avait une impression de misère, de retardement qui était extraordinaire. Rien ne marchait. Les hôpitaux existaient, mais il ne fallait surtout pas s'y faire soigner. L'éducation existait, mais il ne fallait surtout pas se faire éduquer sur place. Il n'y avait rien à faire, rien à acheter, C'était un pays qui était livré à un dictateur ubuesque. Et un dictateur dangereux, car avec ses milliards de dollars, il encourageait toutes sortes de mouvements. Alors, bien sûr, il y avait ce qui était folklorique. Il y avait les Indiens d'Amérique. J'ai vu à Tripoli des Indiens d'Amérique, des chefs sioux ou autres, avec leurs plumes, qui venaient chercher des valises de dollars. Bon, ça c'est amusant. Bon. Mais il y avait le pire. Il y avait le soutien à tous les mouvements subversifs de l'Afrique, de la région sahélo-saharienne. C'est Kadhafi qui a armé le Polisario, qui a financé le Polisario pendant des années. C'est Kadhafi qui a mené une politique africaine qui était directement opposée d'ailleurs aux intérêts français. C'est Kadhafi qui a subventionné des tas d'organisations terroristes. Donc, il était sans doute normal. La région de Benghazi, il y a la tripolitaine, et puis il y a le faisan. Le faisan qui a été
occupée par les Français dans le temps. La Cyrénaïque, c'est le cœur de la monarchie des Sénoussis, ce qui a fait la Libye moderne. Et Kadhafi détestait particulièrement et les Sénoussis et la Cyrénaïque. Donc elle avait été laissée à l'abandon. Benghazi, toute la Libye était à l'abandon, mais Benghazi et la Cyrénaïque étaient plus à l'abandon que les autres. Bon. Donc il y a eu un règlement de... C'est là qu'est partie la révolte. Bon. Et c'est à partir de cette révolte que la France a décidé de soutenir cette révolte et d'abattre Kadhafi. Je trouve que ce régime, pour penser que c'était une mauvaise chose. Alors, sans doute aurait-on dû prévoir l'après-Kadhafi. Mettre Kadhafi dehors, à mon avis, c'était une bonne chose, mais je pense qu'il y a manqué une étape de réflexion qui était qu'est-ce qu'on fera après, et ça, on le paye un peu aujourd'hui. Pour ce qui concerne la Syrie, bon, je l'ai dit, c'est un régime qui a annexé le pouvoir en 1970. C'est cette petite secte alaouite qui règne par la terreur, qui a toujours bénéficié de la complicité des États-Unis. Henry Kissinger, le fameux Henry Kissinger, disait « Assad, c'est l'homme sage du Proche-Orient ». Déjà, il fallait se méfier, parce que quand c'est un Kissinger qui avait... Alors ce sage, il a fait massacrer 30 000 habitants de la ville de Haman en 1982. Ce sage, il a fait assassiner l'ambassadeur français de Lamar à Beyrouth en septembre 1981. Ce sage, il a fait organiser les attentats en France dans la rue Marbeuf et autres. Ce sage, il a ordonné l'attentat contre le poste des paras-français à Beyrouth en 1983. Ce sage, il a martyrisé le Liban, il a assassiné Hariri, il a assassiné tout un nombre de députés modérés libanais. Voilà l'homme qu'ont soutenu les États-Unis. Et alors, moi je suis stupéfait d'entendre des gens qui se prétendent patriotes, des partis qui prétendent défendre la France et les Français, faire l'apologie du régime d'Assad, qui a toujours été un régime anti-français. Il faut qu'on m'explique comment des gens qui se pensent patriotes peuvent préconiser une alliance avec un régime qui a toujours été anti-français, soit en assassinant nos gens, soit en faisant des attentats chez nous, soit en s'opposant à toute la politique de la France au Proche-Orient, que ce soit au Liban, que ce soit avec l'OLP. La France était l'ami d'Arafat, Assad voulait la tête d'Arafat. Avec l'Irak, la France soutenait l'Irak contre l'Iran, Assad était avec l'Iran. Donc je pense que... Est-ce qu'il ne protégeait pas plus Assad, les chrétiens, que d'autres? Mais moi, je pense à l'intérêt de mon pays, oui, pas à l'intérêt d'une minorité quelconque, je ne sais où. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la France, c'est pas une minorité chrétienne ou une minorité je ne sais quoi ailleurs. Ce qui m'intéresse, c'est cela. Où est l'intérêt de la France? Le rôle d'un dirigeant de politique, d'un chef d'État, c'est de voir l'intérêt de son pays et de défendre l'intérêt de son pays. Lorsque Richelieu soutient les princes protestants, Richelieu qui est un grand catholique, qui est un cardinal, et qui est attaché, lisez le livre d'Arnaud Tessier sur Richelieu, il est remarquable, le récent bouquin. Bon, il faut savoir avant tout quel est l'intérêt de son pays, et non pas s'enticher de telle ou telle cause, qui ne sont d'ailleurs de fausses causes. Bon, Assad, il n'a jamais soutenu personne, il n'a jamais protégé personne que son intérêt à lui. Et donc, de toute façon, à supposer, et je pense que ça serait faux, que Assad ait protégé les chrétiens, ce qui est une blague, mais c'est la propagande d'Assad qui le fait courir. Bon. Mais il a tué des Français, il a fait des attentats en France, il a tué notre ambassadeur, il a tué nos militaires, il a... Bon. Alors, ça c'est la chose qui me fait moi que j'ai le plus à cœur. Hein? Bon, je suis désolé, je suis français d'abord. Et de même, je ne peux pas comprendre les soi-disant patriotes qui préconisent de soutenir l'Iran face à nos amis arabes traditionnels, alors que l'Iran a commis des attentats terroristes terribles en France. L'Iran restera notre ennemi acharné. Parce que l'Iran, les Perses sont un peuple de mémoire, et c'est très bien de leur part, se souviendra toujours que la France était avec l'Irak contre l'Iran,
Nous avons fait la guerre contre l'Iran. Nous avons fourni le matériel, nous avons fourni les techniciens, nous avons fourni les pilotes. Et ça, l'Iran s'en souviendra tout le temps. L'Iran nous déteste. Donc nous n'avons aucune carte à jouer en Iran. Nous n'aurons rien dans l'Iran de demain, tant que ce régime sera là. Et d'autant que ce seront les États-Unis qui y seront. Parce que les États-Unis sont en train de se rabibocher avec l'Iran. À Washington comme à Téhéran, il y a deux rêves. C'est de se rabibocher. La confrontation n'a été qu'un pur hasard. Elle n'a été que conjoncturelle. L'Iran et les États-Unis et Israël, c'est les trois, sont faits pour être ensemble. Donc nous n'aurons rien dans cet Iran qui sera américain. Et donc il faut arrêter de nous dire qu'il faut cracher sur nos amis saoudiens et de se rapprocher de l'Iran. Il faut faire attention à où sont les intérêts de la France. Il ne s'agit pas de dire moi j'aime bien cela, j'aime pas cela. Il ne s'agit pas de dire ah ben moi je pense que ça serait plutôt bien de défendre cela plutôt que cela. Non, il faut se dire où est l'intérêt national, où est l'intérêt de la France. Comme tous les médias cassent Assad, c'est pour ça que je m'interrogeais là-dessus. Tous les médias le cassent complètement. Alors voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Les Américains le soutiennent, aussi s'interroger. Assad a été sauvé par les États-Unis. Le régime d'Assad ne tient que grâce aux États-Unis et à Israël, car ce soi-disant régime nationaliste, dur, tout ça, n'a jamais tiré une cartouche, je dis bien une cartouche contre Israël en 40 ans. C'est le seul pays arabe qui n'a jamais fait le moindre problème avec Israël. Et c'est parce qu'on a affaire à un régime qui veut rester au pouvoir, continuer à piller le pays, continuer à être au pouvoir pour le pouvoir. Il faut dire, je vois que dans des milieux qui sont proches de nous, tout ça, il y a maintenant toute une propagande pro-Assad, pro-syrienne et même pro-iranienne. Bon, je dis, ce sont des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne connaissent pas l'histoire et qui ne réfléchissent pas non plus aux véritables enjeux et qui ne sont pas conscients aussi de ce que peut être la politique arabe de la France, parce que c'est peut-être l'intérêt de la France qui devrait primer en tout état de cause, plutôt que je ne sais quel combat pour je ne sais quoi. Donc, pour politique arabe de la France, justement, quelle peut être la politique arabe de la France aujourd'hui? Cette politique arabe, elle existe. Elle a une particularité qu'il suffit de démontrer son caractère exceptionnel. C'est l'une des plus vieilles constantes historiques de la politique française. Alors, je ne remonterai pas aux Gaulois qui avaient ouvert les portes des Alpes aux armées d'Hannibal contre Rome, ni à Charlemagne qui avait fait ce traité, d'ailleurs c'était Pépin, avant même Charlemagne, d'alliance avec le calife de Bagdad. Mais c'est une réalité, c'est une constante historique de la politique française, que De Gaulle rappelait que le monde arabe est une région pour laquelle la France a toujours manifesté un intérêt particulier. Et un pays n'a pas le choix entre plusieurs politiques étrangères. On ne choisit pas une politique étrangère comme on choisit une cravate. Il n'est qu'une politique qui soit conforme à ses intérêts fondamentaux. Une politique étrangère ne doit rien devoir aux passions du moment, aux intrigues des groupes d'influence, aux préférences idéologiques. Certes, on peut afficher des orientations en tenant compte des contingences conjoncturelles, mais il n'est pas possible de modifier arbitrairement et profondément une politique étrangère dont le cours reste dicté d'une part par l'histoire, par la géopolitique, par l'économie, et puis d'autre part par le rôle qu'une nation s'assigne sur la scène internationale, tant il est qu'elle s'assigne encore un rôle. La politique arabe de la France, c'est une option fondamentale, stratégique, une obligation qui s'impose à tout gouvernement qui a le souci d'une certaine idée du rôle de la France dans le monde. Elle se fonde sur des principes, sur des objectifs stratégiques essentiels. Il s'agit de la présence de la France au sud de la Méditerranée, où se trouvent ses véritables intérêts, et non dans le cas étriqué de cette petite Union européenne brinque-ballante, dont on voit très bien que
n'offre au peuple qu'un avenir très limité et peu serein. En réalité, l'enjeu de la politique arabe de la France, il est double. Le premier concerne l'évolution des relations internationales. Le monde nouveau n'est pas, contrairement à ce que prophétisaient les chants de la mondialisation heureuse, plus tranquille que l'ancien. Il est nécessaire d'imaginer un nouvel ordre international fondé sur une vision multilatérale, non sur une vision hégémonique ou unilatérale. Il faut redonner aussi au droit international sa primauté au lieu de la loi du plus fort, parce que la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle. Il faut aussi apporter des solutions justes aux crises, en tenant compte du droit en préservant les grands équilibres. Puis le second enjeu concerne la menace d'un choc des civilisations. Ce choc des civilisations, c'est une vieille idéologie des États-Unis. Ce n'est pas Huntington qui a lancé cette idée, c'est un nommé Lewis, qui est un Israélo-américain. Et c'est lui qui a lancé l'idée du choc des civilisations pour opposer artificiellement l'Europe et le sud de la Méditerranée pour le plus grand bienfait des États-Unis. La politique arabe de la France, elle vise justement à contrebattre cet objectif. Et ça, elle vise à tisser des liens. Alors qu'au Proche-Orient, qui reste au cœur des grands enjeux contemporains, il n'y a pas beaucoup de puissances qui ont un rôle ou une politique globale et permanente. Il y a la Russie, qui n'a jamais renoncé à être présente dans cette région et qui tente de se prémunir contre les manœuvres d'encerclement et de refoulement des États-Unis. Il y a la Chine qui cherche surtout à sécuriser ses approvisionnements en matières premières, c'est son obsession, et qui ne fait pas cas, en fait, des problèmes politiques outre mesure. Et puis il y a deux États qui sont très actifs, qui sont les États-Unis et la France. Et chacun a une politique dynamique au Proche-Orient. Mais il est constant que la nature et la philosophie de ces deux politiques sont profondément différentes. L'exemple même pourrait être qu'on parle d'une politique arabe de la France, ce qui indique bien l'aspect très spécifique de son jeu dans cette région du monde. Alors que les États-Unis ont une politique moyenne orientale, Middle East, c'est-à-dire une politique iranienne, une politique turque, une politique pakistanaise, et accessoirement une politique arabe. Cette distinction mérite d'être soulignée car elle relève la divergence d'approche des deux pays. La France est la seule grande puissance qui a cette politique arabe, c'est-à-dire qui considère le monde arabe comme un partenaire important et privilégié. Et pour les raisons d'hier, qui sont encore plus celles d'aujourd'hui, la politique arabe de la France est une ardente obligation qui s'impose à tout gouvernement. Il s'agit du rôle de la France dans le monde. Et je crois que ce rôle est aujourd'hui encore plus important qu'avant. À ceux qui stigmatisent le jeu de la France dans l'Orient arabe, je dirais que c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment le souci que la France tienne son rang. Ils se proposent d'oublier qu'une politique étrangère, c'est la volonté d'être soi-même l'artisan de son destin. Alors une politique étrangère, on la fait avec des choix précis. On ne la fait pas au gré du vent, au gré des humeurs, au gré... Non. Ces principes étant posés, alors quelle peut être aujourd'hui la politique arabe de la France face à ce grand remue-ménage qui a lieu dans le monde arabe. Longtemps, la politique arabe de la France, elle a reposé sur 4 piliers principaux. Le Maroc, pour ce qui concerne toute cette zone sahélo-saharienne, le Liban, l'OLP et l'Irak, avec le Bas. Aujourd'hui, il faut avoir une claire appréciation des enjeux. Le jeu dangereux des États-Unis précipite les crises.
La destruction de l'Irak a conduit à cette abominable affaire que l'on connaît aujourd'hui avec Daesh, avec ses règlements de compte, avec cette anarchie qui règne dans ce pays. Le refus de renverser le régime d'Assad, alors que c'était le moment, a permis aux extrémistes de prendre le pas sur les modérés, sans qu'il n'y ait aucune solution d'un côté comme de l'autre. La situation va durer. Assad ne peut pas gagner, la rébellion ne peut pas gagner, et les extrémistes ne peuvent pas gagner. Donc c'est une guerre sans fin. Le jeu dangereux des États-Unis, ça a été une action constante contre les nationalistes arabes et contre les monarchies. Alors que ce sont les deux seules forces assez légitimes pour s'opposer aux intégristes. D'ailleurs, notre institut nous a désigné un de nos juristes pour participer aux travaux faits par un consortium international représentant avec l'Union européenne et tout un tas d'associations de ce genre, pour penser la constitution libyenne. Et notre ami avait proposé comme solution pour mettre fin au désordre en Libye et pour redresser ce pays après Kadhafi, le retour de la monarchie, qui pourrait être très bien admis dans la mesure où la monarchie décède aussi, a laissé un bon souvenir, qu'elle représente un certain nombre de points positifs, notamment pour un certain esprit d'identité réformiste sur le plan islamique, tout ça. Bon, c'est loin d'être une monarchie qui a failli. Et qui s'est le plus opposé à cette idée? Ce ne sont pas les Libyens, ce sont les représentants des organisations, Union européenne, États-Unis et tout ça. Enfin, il ne fallait surtout pas en parler. On sait très bien qu'au Yémen aujourd'hui, une des solutions pourrait être un retour aussi à la monarchie. Mais vous savez, c'était aussi le cas en Bulgarie ou dans un certain nombre d'autres pays européens où on aurait pu aussi envisager ces solutions. Ce ne sont pas les peuples qui s'y opposent, ce sont les instances mondialistes, comme on dit. Donc les monarchies sont particulièrement en but, j'aurais dit, à l'incompréhension des États-Unis. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une monarchie. Ce pays qui vient de nulle part, qui est trop jeune, qui a quand même des visées hégémoniques, mais ne sait pas ce que c'est qu'une monarchie. Pour eux, c'est le passé, ils sont incapables de comprendre ce que ça peut représenter pour les vieilles nations. Et donc, ils ont une politique très dangereuse à l'égard d'un certain nombre de monarchies. Je parlais du Maroc, je parlais de Bahreïn, dans beaucoup d'autres pays, c'est exactement le cas. Contre le pas de l'Angleterre, par exemple. Oui, mais enfin, l'Angleterre, Dieu merci pour elle, n'est pas dans l'état du monde arabe. Et encore, je me demande ce que pensent les États-Unis de la monarchie anglaise. Vous savez, les États-Unis aiment bien l'Angleterre tant qu'elle est leur fidèle suivant. Je m'excuse de réagir comme ça. Oui. Parce que si j'ai pu comprendre que depuis l'invasion des États-Unis en Irak, c'est la merde. Mais 2001, c'est-à-dire l'attaque des tours, c'était avant l'invasion. Donc avant, il y avait déjà la merde. Non, mais l'attaque des tours, je suis désolé, pour reprendre votre expression, elle a lieu aux États-Unis, elle n'a pas lieu au Proche-Orient. Mais j'ai parlé de la révolution iranienne. C'est là que les États-Unis commencent à semer le grand désordre. Contre la monarchie pahlavi. Ils abattent la monarchie pahlavi, monsieur. Parce que l'Iran a toujours dit qu'il fallait détruire Israël. Non, le Shah Pahlavi n'a jamais voulu détruire personne, hein, et donc les États-Unis ont détruit la monarchie iranienne et en ouvrant la voie à la pagaille que l'on sait. Hein. Ils veulent détruire la monarchie marocaine pour ouvrir la voie à une autre pagaille. Ils veulent détruire la monarchie bahreïnie, ça ce sont des réalités. Bon, je suis désolé, mais c'est quand même... Comment vous expliquez que toutes les femmes arabes en particulier
comme Ayad, Mirsi Ali, Walfa Sultan, qui sont des Arabes qui ont été obligés de fuir leur pays à cause de l'islam. Comment vous expliquez que tous ces gens-là, ils se réfugient aux États-Unis? Quand même. Là, on n'est pas du tout dans le même. Attendez, si vous poserez toutes les questions que vous voulez, j'essaierai peut-être de mieux les synthétiser parce qu'on passe du coq à l'âne, mais je parlais de l'action des États-Unis. Tout le monde peut défendre les États-Unis, si vous voulez les défendre, défendez-les. Hein. Ça, c'est tout à fait. C'est eux qui nous ont défendu. Oui. Oh là là. Le violon, on le connaît tous. On va laisser la génération. En tous les cas, la politique des États-Unis a été un facteur d'agitation dans de nombreux pays. Le printemps arabe a été manipulé par les États-Unis. Il y a une ignorance des États-Unis des enjeux géopolitiques, notamment on le voit bien dans l'affaire sahélo-saharienne avec le jeu de troupes des États-Unis pour le Sahara marocain. Et il y a aujourd'hui un rapprochement entre les États-Unis et l'Iran qui va se faire contre les monarchies du Golfe, mais aussi contre le monde arabe tout entier. Et dans ce contexte, un jeu de la France est possible. Il est possible avec qui? Avec ses alliés traditionnels, d'abord avec le Maroc. Les relations entre la France et le Maroc sont très anciennes. C'est un partenaire loyal et crédible. Le Maroc est un pays sur lequel on peut compter, notamment dans la lutte contre le terrorisme, ce qui n'est pas le cas de son voisin d'à côté, dont on n'a jamais compris s'il était une machine à fabriquer le terrorisme ou une machine à le combattre, et peut-être même les deux. C'est un pays qui est un élément important et même primordial dans la région sahélo-saharienne pour assumer la stabilité dans cette région. C'est un pays qui est aussi une porte ouverte vers l'Afrique. La politique africaine du roi Mohamed VI est tout à fait intéressante. Et donc, au sud de la Méditerranée, c'est vrai que dans cette partie du monde, le Maroc est un allié traditionnel, mais un allié essentiel, un partenaire indispensable pour la France. Il y a eu récemment un froid dans la relation franco-marocaine à cause des agissements de gens qui ont voulu saboter cette relation pour des raisons idéologiques. Dieu merci, les choses se sont remises en place et ce serait un crime contre la France que de mettre en question cette amitié avec le Maroc. Nous avons aussi de nouveaux alliés dans les monarchies du Golfe. En premier lieu, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis qui mènent une politique très très courageuse contre l'extrémisme, qui actuellement sont les plus en pointe. D'abord, ce sont eux, il faut quand même le dire, qui ont permis de chasser les frères musulmans d'Égypte et d'installer le président Sissi. Et ce sont eux qui aujourd'hui sont en pointe pour une action sur les groupes terroristes qui sévissent en Libye, c'est-à-dire à nos portes. Hein. Et puis, il faut aussi renouer d'anciennes alliances. Et aujourd'hui, nous avons un partenaire qui revient, c'est l'Égypte. L'Égypte du président Sissi. Vous avez vu l'achat des avions Rafale qui a eu lieu le 6 février dernier. Cet achat, il n'est pas anecdotique. Hein. C'est une évolution stratégique capitale de l'Égypte. C'est le signe de la détermination du président Sissi de redresser son pays, de mener une politique d'indépendance, d'être en quelque sorte le Poutine égyptien. Aujourd'hui, le président Sissi est en guerre contre les frères musulmans à l'intérieur, il est en guerre contre les mouvements terroristes dans le Sinaï, et il est en guerre contre les extrémistes en Libye. La Libye qui est voisine de l'Égypte et qui est donc un facteur de déstabilisation essentiel pour l'Égypte. Avec les Émirats, le Caire est disposé à mettre de l'ordre. Vous le savez peut-être, ou vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, que durant l'été dernier, le Caire et les Émirats ont voulu frapper des terroristes, des groupes terroristes qui commençaient à s'organiser en Libye. Et pour cela, ils ont voulu utiliser ce qu'ils avaient, c'est-à-dire leurs avions F-16. Les Américains ont refusé de leur fournir la clé, puisque les Américains vendent du matériel militaire, mais sous clé. C'est-à-dire que s'ils disent non, ben, on ne peut pas s'en servir. Vous avez acheté un avion, mais vous ne pouvez pas le faire décoller. Bon, les Américains ont refusé. Donc, les Égyptiens et les Émiratis ont pu mener quelques raids grâce à des mirages qu'ils avaient, des mirages français qui, eux, ne sont pas sous clé. Mais ça a donné à réfléchir à nos amis égyptiens et émiratis.
Et ils se sont dit, mais enfin, on peut quand même pas tellement compter sur les Américains. Ils ont soutenu les frères musulmans. Eux, quand on les a mis dehors, ils nous l'ont reproché en disant qu'on portait atteinte aux droits de l'homme. Bon, et maintenant, quand on veut attaquer les terroristes, ils nous mettent nos avions sous clé. Bon. Donc, le président Sisi, qui veut redonner à son pays une certaine souveraineté, hein,